Moi, je vais vous parler de deux projets qui sont entre guillemets un peu à part en termes de thématique, puisqu'on va parler de la thématique algues, mais aussi de la thématique biodiversité. Donc, le premier projet, Promalg Health, qui est un projet dont l'objectif général est d'élaborer une source d'ingrédients à base de protéines de macroalgues cultivées, afin de supplémenter les résidents dans le milieu hospitalier et sanitaire en protéines. Donc ça, c'est l'objectif général du projet. À travers cet objectif-là, il y a plusieurs objectifs sous-jacents qui sont de réduire les impacts environnementaux de notre alimentation, mais également de redynamiser la filière algues en région Bretagne et de la faire un peu monter en puissance petit à petit à travers ce projet. Donc c'est un projet qui se déroule sur une durée de 5 ans, qui a commencé en 2024 jusqu'en 2028, qui est financé par l'Agence nationale de la recherche autour de six axes principaux qui sont l'algoculture biologique innovante, mais également les aspects éco-responsables des procédés de transformation et notamment de l'extraction des protéines à base de l'algue, contenues dans l'algue, pardon. Et également, évidemment, tout un volet nutrition et santé humaine, puisque le but, ça reste de proposer une alternative aux résidents en milieu hospitalier au niveau des sources de protéines, mais également tout un aspect sensoriel au niveau des recettes qui sont élaborées, qui puissent répondre aux besoins nutritionnels de ces personnes-là, qui sont une population plus à risque et plus avec ses spécificités, mais qui est aussi le volet aussi de réintroduire du plaisir gustatif dans ces milieux-là, qui a priori n'y sont pas trop favorables jusqu'à présent euh, et aussi de proposer une évaluation multicritère de la filière, donc notamment ce qui nous concerne, les aspects environnementaux, de la production de l'algue jusqu'à sa consommation en milieu hospitalier. Et enfin, un dernier volet sensoriel, d'études des perceptions et comportements autour de ce nouveau produit qui est quand même peu utilisé dans notre gastronomie française, et vraiment de voir comment est-ce qu'on peut passer outre et articuler les recettes pour passer outre les premiers a priori sur ce produit un peu original qui est l'algue. Donc, à travers ces objectifs, on imagine bien que pour les remplir, ça va nécessiter une diversité de partenariats qui sont pour la plupart dans la région Bretagne. Donc, on a vraiment une pluralité de compétences et d'acteurs sur la région bretonne. On a des laboratoires de recherche, que ce soit dans le domaine social, mais aussi le domaine océanographique, mais aussi des producteurs d'algues, des transformateurs. Et nous, à Talia Environnement, on intervient sur la partie d'analyse du cycle de vie. Donc pourquoi se pencher sur l'algue comme solution d'avenir au niveau protéique? Tout simplement parce qu'on a des objectifs en termes de politique européenne, nationale et locale de réduction des impacts environnementaux de notre alimentation qui s'inscrivent à la fois sur le volet européen au sein de la stratégie EU Farm to Fork, au niveau national avec les lois EGalim et Climat et Résilience, et au niveau local dans les PAT et PCAET. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce que j'ai dit précédemment, c'est l'idée de se réapproprier un peu l'alimentation sur notre territoire en termes d'emploi, mais aussi en termes de compétences. Aussi, un autre volet très important, santé, comme je l'ai dit, auprès de la population âgée en milieu hospitalier, qui est une population dont on pourrait penser a priori qu'elle a un apport protéique moins élevé que les autres parce qu'elle se dépense moins. Or, c'est tout le contraire parce qu'elle lutte contre le vieillissement, contre certains types de pathologies. Et donc, tout l'aspect aussi alimentation-plaisir, tout en respectant les apports nutritionnels de chaque patient individuellement. Et donc, pourquoi se pencher sur l'algue spécifiquement pour les apports nutritionnels? Tout simplement parce que l'algue, en fait, est une source de nombreux nutriments, y compris micronutriments. On a tendance à un peu l'oublier parce que quand on parle nutrition, on parle beaucoup des macronutriments, donc glucides, lipides, protéines, et un peu moins de tout ce qui va être acides aminés essentiels, vitamines et minéraux. Et l'algue a cet avantage-là de couvrir un peu tout ce champ-là. Également, une nécessité de la développer parce qu'elle représente que 1% de la biomasse qui est actuellement utilisée dans l'alimentation. Et elle bénéficie aussi de la forte demande, la forte croissance de régimes à base de protéines végétales en Europe pour diverses raisons, que ce soit environnementales, de bien-être animal ou autres. Elle présente aussi l'avantage d'être riche en protéines, notamment les algues rouges, dont le poids peut être représenté jusqu'à 47% par des protéines. Donc on se rend bien compte que c'est quand même un produit à fort apport protéique. Au niveau des caractères innovants du projet, ils sont déclinés à chaque étape du projet. Au niveau de la production, on est sur une optimisation des cultures en bassin, avec l'idée principale de maximiser la teneur en protéines des algues qui sont cultivées et de la développer à la fois dans la saison estivale, mais aussi dans la période hivernale.
Sur le processus extractif et de transformation, essayer de s'orienter vers des approches en cascade, zéro déchet et qui soient plus respectueuses de l'environnement, en limitant notamment l'usage de produits chimiques qui sont monnaie courante dans ce type de procédé-là. Et également, comme on est un peu lacunaire en termes de connaissances sur les algues alimentaires, documenter et diffuser de nouvelles connaissances sur la digestibilité, la biodisponibilité, l'allergénicité qui sont liées aux protéines de macroalgues et tous les aspects économiques, pouvoir étudier une filière un peu en temps réel, une filière qui mobilise les structures hospitalières auprès des professionnels de de la restauration collective en milieu hospitalier et aussi au niveau sensoriel d'étudier l'acceptabilité par les patients résidents de ce nouveau type de produit. Au niveau de l'analyse de cycle de vie, pouvoir aussi faire le diagnostic complet de l'ensemble de cette chaîne de valeur pour avoir vraiment un ordre d'idée des principaux impacts au niveau de cette chaîne de valeur et quels principaux leviers on va pouvoir développer pour réduire les impacts autant que possible de cette filière-là. Et enfin, le cadre de ce projet-là permet vraiment de créer une nouvelle chose, c'est-à-dire l'idée de créer aussi de nouvelles recettes avec de l'algue entière et aussi préparer, c'est-à-dire on va pas juste mettre l'algue à côté et pas changer les menus, c'est la réincrémenter dans tout un nouveau type de menu et réimaginer en fait notre alimentation à base d'algues. Donc c'est quand même une première en France, donc c'est vraiment un caractère innovant propre à ce projet-là. Donc nous, on a achevé l'étape d'analyse du cycle de vie du système productif, donc la première étape de ce cycle de vie-là. L'objectif final de l'étude ACV sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est de comparer l'impact environnemental de la complémentation protéique des personnes âgées à base de protéines animales, donc actuellement la solution utilisée, versus une complémentation protéique à base de macroalgues. Et au sein de cet objectif général, au niveau de chacun des acteurs de cette chaîne de valeur, plusieurs sous-objectifs, et au niveau du système de production de l'algue brute, d'évaluer les impacts environnementaux des deux espèces d'algues qui sont cultivées et comparer la performance des différents systèmes de production. Au niveau de cette première étape de production, elle est caractérisée principalement par une première phase d'ensemencement à base de souches, puis ensuite une culture progressive et un développement des algues jusqu'à le recueil de l'algue fraîche en sortie de ferme. Et pour notre système, nous avons choisi de ramener tous les flux à 1 kg d'algues fraîches égouttées. Donc au niveau des principales étapes d'ACV, je rentre pas trop dans le détail parce qu'elles elles ont déjà été détaillées, mais grosso modo, on est sur une première étape de visite sur site avec l'idée de collecter un maximum de données et d'avoir la compréhension la meilleure possible de ce qui se passe sur le site. Et c'est un processus itératif et d'échange avec le producteur et le transformateur pour vraiment enrichir les données un maximum, les conforter, les consolider, revenir dessus si nécessaire, vérifier les calculs pour vraiment avoir le jeu de données le plus solide possible pour constituer notre inventaire du cycle de vie ramené à notre unité fonctionnelle. On incrémente ensuite cet inventaire dans nos logiciels qui vont nous donner les fameux 16 indicateurs qu'on a détaillés précédemment. Au niveau du système de culture, il est à la fois identique, enfin, il y a des aspects généraux et des aspects plus spécifiques. L'aspect général, c'est qu'on va être quand même sur un mode opératoire similaire avec un apport et renouvellement d'eau de mer, d'engrais et d'oxygène qui va varier en fonction de la saison et qui est donc conditionné par la saisonnalité des algues et notamment l'évolution des températures de l'air, de l'eau de mer, mais également des quantités de rayonnement solaire. Là où ça va principalement varier, ça va être la typologie de bassin, donc leur volume, leur nombre, et aussi, par exemple, je reviens dessus, les moyens qui vont être utilisés pour mettre en mouvement l'algue, parce que pour favoriser son développement, il faut la mettre en mouvement. Donc, est-ce qu'on va être plutôt sur du bullage, est-ce qu'on va être plutôt sur du brassage? Donc, ça va induire des matériaux de construction différents pour les bassins, et on doit le prendre en compte dans notre analyse du cycle de vie. Donc, je ne vais pas détailler tous les systèmes, et d'un point de vue général, on a les mêmes types de flux entrants et sortants, un flux d'eau de mer qui est pompé, un flux d'énergie principalement dédié à la soufflerie, au bullage et au brassage pour mettre en mouvement les algues, un flux de matériaux lié à la présence de l'infrastructure et au matériel utilisé, mais aussi aux déchets sortants, et enfin un flux un peu plus minoritaire de détergents qui peut être un mix de chlore avec de l'eau, et aussi un flux de fertilisants, un flux entrant pour favoriser la croissance des algues, mais qui vont engendrer en fait des fuites de nutriments qu'il va falloir quantifier dans notre analyse de cycle de vie.
Au niveau du système principal, on est un système, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est conditionné par une grande saisonnalité, avec une phase de plus de dormance, de maintien des souches dans la période hivernale et automnale, entre octobre et février, avec la moitié des bassins qui sont hors d'eau et sans fertilisation, et une phase de mise en production progressive d'avril à octobre, avec une fertilisation graduelle plus importante, tous les bassins qui sont utilisés et une récolte régulière en moyenne tous les 30 à 60 jours. Donc une fois qu'on a l'ensemble de ces données-là, on les normalise par le rendement et on a ainsi notre inventaire du cycle de vie, donc ICV, qu'on va implémenter dans notre logiciel et qui va nous traduire cela en 16 catégories d'impact qui, je le rappelle, sont par exemple le changement climatique, l'eutrophisation des milieux, l'écotoxicité ou l'usage de ressources fossiles par exemple. Donc, je vais laisser Lucie parler de manière plus concrète des résultats qu'on a eu sur cette phase de production au niveau des différentes algues cultivées. Oui, donc là, on a les résultats d'évaluation des impacts potentiels d'1 kilo d'ulve de l'étude mère. Donc là, ça ne nous parle pas beaucoup, mais on va un peu creuser ces résultats. Sachant que sur notre production nette de 2024, on a près de 3/4 des algues qui sont produites dans le bassin Raceway, donc le plus gros bassin en béton, et ensuite 1/4 dans les bassins en bois et une minorité dans les cuves circulaires. On est sur un score unique médian, donc là c'est sur les résultats, c'est pour la production d'1 kilo d'algues moyen, donc ça prend en compte ces différents moyens de production. On est sur un score unique médian de 123 millipoints et un impact CO2 médian de 0,56 kg CO2 équivalent. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est d'observer comment ces impacts sont répartis à la fois sur les différents éléments du système de production, donc qu'on a en abscisse, et sur les catégories d'impact. Donc en fait, ce qu'on a ici, c'est les impacts normalisés. Donc en fait, pour chaque catégorie, divisé par l'impact annuel moyen d'un Européen, pour pouvoir en fait comparer les différents impacts, les différentes catégories d'impact entre eux, puisqu'ils sont normalisés, et donc on n'a plus de notion d'unité, quoi. Donc on va observer quelles sont les catégories qui contribuent le plus à l'impact global et quels éléments du système sont les plus impactants. Donc le premier poste d'impact, ça va être la consommation d'électricité pour l'apport d'eau et pour le brassage. Donc ces deux éléments qui sont ici. Donc ça contribue à environ la moitié de l'impact total normalisé. Si on regarde en termes de catégorie d'impact, ça va être largement visible sur les impacts en fait, qui sont directement liés logiquement à la consommation d'électricité. Donc en fait, sur la catégorie épuisement des ressources minérales, c'est très largement lié à la consommation de cuivre qui est utilisée dans nos réseaux de distribution d'électricité. Ça se voit aussi sur l'aspect épuisement des ressources fossiles, puisque l'uranium fait partie des ressources fossiles qui contribuent à cet indicateur. Et après, ça se voit également en termes de radiation ionisante, donc directement liée aux radiations radioactives, que ce soit sur les lieux d'extraction de l'uranium, mais aussi à proximité des centrales nucléaires ou des lieux de stockage des déchets nucléaires, et ce qui entraîne aussi des effets en termes de toxicité humaine
et notamment qui peuvent conduire à des cancers. Donc c'est pour ça que ça se ressort également sur cette catégorie d'impact-là. Le deuxième poste d'impact pour notre l'étude mère, ça va être la fertilisation, que ce soit la fertilisation organique en première position et minérale. Ça se voit encore une fois sur les indicateurs liés à la consommation d'électricité, tout simplement parce que le fertilisant organique utilisé, il est fait majoritairement justement à base d'algues séchées. Et donc le séchage, qui est un process très gourmand en électricité, bah, entraîne des impacts importants à ces niveaux-là. Sur l'aspect nitrate de sodium, ça va être visible notamment sur les indicateurs eutrophisation marine et écotoxicité, notamment parce que le nitrate de sodium, il nécessite du carbonate de sodium qui est lui synthétisé industriellement par le procédé de Houx à partir d'ammoniac, et que donc ça va entraîner des pollutions azotées et des risques d'eutrophisation et d'écotoxicité sur les cours d'eau. Voilà pour l'explication ici. Et le troisième poste, c'est l'infrastructure, donc notamment la grosse infrastructure en béton et en acier des bassins raceway. Et on la voit notamment sur l'indicateur land use, puisque logiquement, on a artificialisé une zone qui était anciennement une prairie pour en faire une structure en béton, ce qui a un impact important sur l'indicateur usage des sols. Si on compare l'étude mère avec différents produits alimentaires, plus ou moins pertinents, hein, mais c'est pour se donner un ordre d'idée, on voit qu'elle a un score environnemental qui est quand même intéressant par rapport à d'autres sources protéiques, et que son score varie quand même de manière notable selon les systèmes de production. Là, c'est la production en bassin raceway, ici en cuve circulaire. Donc, il y a quand même un facteur important entre les deux. Ici, on a vulve moyenne. Donc, elle se situe un peu au-dessus de l'impact du lait, mais considérablement en dessous des autres protéines animales. Donc, comme je le disais juste avant, on a des différences de résultats entre les différents systèmes de production, tout simplement parce qu'on a des différences de performance entre ces différents systèmes de production. Donc, les algues cultivées dans les bassins circulaires, ils ont un impact qui est largement plus important que celles cultivées en bassin raceway ou wood tank. Après, la répartition sur les différentes catégories d'impact d'un système à l'autre est à peu près similaire en termes de proportion. La contribution, quand on regarde la contribution des sous-systèmes pour les trois différents systèmes, on se rend vite compte que c'est vraiment au niveau de l'électricité que ça se joue. Et ça s'explique parce qu'on a une efficience vraiment plus faible des systèmes électriques de brassage des cuves circulaires. On a un volume d'eau beaucoup plus important qui doit être acheminé.
en plus, ce qui entraîne d'importantes consommations additionnelles en termes de pompage notamment. Sur la fertilisation, en revanche, on a une meilleure valorisation sur les bassins wood tank et circulaires à l'inverse. Euh, Notamment parce qu'il y a eu un problème de circulation d'eau durant l'été 2024 sur les bassins Raceway, ce qui a limité leur productivité. Et il y a aussi une hypothèse qu'il y aurait des fuites euh, de fertilisants sur les bassins Raceway, sachant que des mesures sont en train d'être faites à ce niveau-là, notamment pour caractériser l'impact sur l'environnement lié aux fuites de fertilisants qui sont à ce jour pas encore comptabilisées. Donc, suite à ces constats et ces analyses, on a identifié des leviers de réduction déjà à cette étape de culture. Le premier qui a déjà été identifié par les producteurs, c'est de stopper plus longtemps la circulation d'eau dans les bassins pour favoriser la fertilisation. Également réduire le débit d'eau, c'est-à-dire augmenter le temps de rétention hydraulique des bassins en bois pour réduire les impacts liés au pompage. On a fait plusieurs scénarios et on voit qu'en augmentant le temps de rétention hydraulique, donc en réduisant le débit d'eau, on peut réduire jusqu'à 50% la consommation électrique liée au pompage sur les bassins en bois. Une autre piste, ça peut être de réduire la hauteur d'eau sur les bassins raceway parce que, encore une fois, ça favoriserait la production de biomasse. Au vu des résultats, peut-être une piste serait aussi de renoncer à la production d'ulve en cuve circulaire, tout simplement. Et enfin, poursuivre les aménagements d'autoproduction électrique qui permettent de réduire les impacts liés à la consommation d'électricité du mix français. Les prochaines étapes pour Promalg, donc là on se situait là sur l'évaluation environnementale au niveau de la culture en bassin. Ça va être l'évaluation, donc la création des ICV et l'évaluation des impacts au niveau de la transformation, donc au niveau des ateliers de transformation de l'algue qui prennent en compte les étapes de lavage, de transformation et de conditionnement. On aura ensuite du travail au niveau de l'ACV, des process d'extraction des protéines en lien avec les laboratoires. Et enfin, il y aura l'étape de préparation, recettes et formulations, etc., au niveau du fût de Brest notamment. Sachant que ce qui sera aussi très intéressant, ça sera l'analyse des taux de protéines en fait à chaque niveau de la chaîne de valeur parce que par rapport à ce qu'on disait sur l'unité fonctionnelle dans la partie précédente, ça sera particulièrement pertinent ici de regarder les résultats au regard d'une unité fonctionnelle protéine qui intègre évidemment une dimension qualité, digestibilité, pour voir l'intérêt d'utiliser des algues par rapport à d'autres sources de protéines. Et voilà pour cette partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En remerciant oui, donc, la région Nouvelle-Aquitaine pour le soutien dans la réalisation de ce webinaire.